Alors, sujet du concours CCPTSI 2015, traité de la boîte de transmission principale d'un hélicoptère qui se trouve ici, et qui va répartir la puissance du turboréacteur sur le rotor principal et sur le rotor arrière. On voit le système réel, donc on voit le turboréacteur qui est ici, qui va transmettre à la boîte de transmission principale, au rotor principal et au rotor arrière. En fait, ici on tourne environ à 5000 tours minute, tandis qu'ici on tourne aux environs 300 tours minute, de manière à ne pas dépasser la vitesse du son en bout de pale. Et puis, comme mon collègue Christophe qui a juste acheté son hélico tout neuf, bien sûr, on a besoin de tester, de mettre en situation un peu extrême l'hélicoptère. Et du coup, le sujet CCP ne s'intéressait pas à l'hélicoptère lui-même, mais aux bancs de test qui permettaient de valider le fonctionnement de l'hélicoptère avant sa mise sur le marché. Donc Airbus Hélicoptère, on nous donnait tout un tas d'informations et on nous disait que le but du sujet c'était de valider la puissance que pouvait transmettre la boîte de transfert principale, les sollicitations auxquelles il allait être soumis et la durée de vie des éléments. Donc on nous donnait des petits diagrammes de contexte. Ensuite on nous donnait le diagramme des exigences où on pouvait constater justement les contraintes en termes de couple, en termes d'effort de traction et en termes de durée de vie notamment. Alors notez que vous n'aurez jamais eu à faire ce sujet de concours si ce monsieur Léonard de Vinci, il a 500 ans, n'avait pas inventé les précurseurs des hélicoptères. Et là on voit quand même qu'il y a besoin d'un plan de test. Hein. Ensuite on nous parlait du banc d'essai proprement dit, en nous disant qu'il était entraîné par un moteur à courant continu et qu'il était soumis à des efforts par des vérins hydrauliques pour reproduire les effets de portance de l'hélicoptère. Et ensuite on nous expliquait qu'il était relié à un réseau Ethernet pour transmettre à l'aide de 32 capteurs les informations à des centrales de mesure. La première question voulait voir si vous aviez compris donc le descriptif précédent et vous demandait de compléter une chaîne fonctionnelle. On vous demandait pour ça de compléter une chaîne d'énergie et une chaîne d'information très classique, hein, dont je rappelle qu'il faut connaître par cœur les termes fonctionnels, acquérir, traiter, communiquer, alimenter, moduler, convertir, transmettre. Et donc au milieu ici, on trouve le nom des éléments qui garantissent cette fonction, et en entrée, le flux d'entrée, le flux de sortie. Pour répondre à cette question, une méthode qui marche bien, c'est lorsque vous lisez le sujet, vous surlignez avec un stabilo les mots qui vous paraissent importants et que vous allez compléter dans le document, après, document de chaîne d'énergie, chaîne d'information. Après, à défaut de l'avoir sous forme de texte, vous pouvez visualiser dans le diagramme des exigences d'éventuelles informations utiles. Et donc là, pour compléter, il n'y avait rien de particulier, sauf qu'il ne fallait pas chercher toujours des mots spéciaux, par exemple réseau de capteurs. On retrouve les différents éléments classiques d'une chaîne d'information et d'une chaîne d'énergie, notamment avec un moteur MCC. On attaquait la partie 2, on allait avoir tout un tas de questions qui allaient concerner le choix du moteur qui allait entraîner le banc d'essai, donc un moteur à courant continu, et la régulation de vitesse associée. On nous expliquait qu'on avait remplacé le turboréacteur par un moteur à courant continu, et donc le rotor principal de l'hélicoptère est censé être ici, et on nous disait qu'on ne s'occupait pas de la chaîne de transmission secondaire. Quand vous avez un schéma comme ça, il y a deux choses à faire. Vérifiez que vous n'avez pas de train bicycloïdal. Pour ça, vous vérifiez que les liaisons pivots associées à chaque engrenage sont fixes. Ici, celle-là, 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 celle-là et celle-là sont toutes raccordées au bâti. Et donc vous n'avez pas de train bicycloïdal. Si par contre vous avez une liaison pivot associée à un engrenage qui est mobile, qui est autour d'un axe mobile, alors ça laisse penser que vous avez un train bicycloïdal. Ensuite, deuxième étape, vous comptabilisez le nombre de trains simples, juste pour le principe. Donc à chaque fois que vous avez deux engrenages, donc ici vous avez un train simple. Donc un train simple ici, ensuite un deuxième train simple, 2, 3, ensuite 4, ensuite 5 trains simples. Voilà, ça vous fait faire un bilan. Deuxièmement, on vous donnait les données de transmission, donc vous aviez notamment le rapport N1 sur N2. On vérifiait que c'était bien le rapport vitesse de sortie sur vitesse d'entrée. Et on nous disait que c'était le rapport de transmission. Donc K égale 25 rapport de transmission, 1 sur K rapport de réduction. On vérifiait avec la cohérence des vitesses que N2 était supérieur à N1, et donc on avait bien N1 qui était 1/25e de N2. Alors il est important pour les questions qui suivent de ne pas subir les questions, et là de bien comprendre que on va chercher à dimensionner le moteur, c'est-à-dire son couple et sa vitesse. Donc à chaque fois qu'il va y avoir une question, il faut essayer de la situer dans cette logique. Et là, la première question qui venait, c'était justement de déterminer le couple C2 qu'il allait falloir fournir à l'entrée de la BTP,
Donc c'était un petit peu ambigu entre entrée et sortie. En fait là, c'était censé être le rotor. On imposait un couple qui arrivait ici de 4100 Nm et on nous demandait le couple ici. Et on voit bien que dans la logique, on va chercher à remonter le couple jusqu'au couple du moteur. Alors pour répondre à cette question, il va falloir tenir compte du rapport de transmission et du rendement de la boîte de transfert principale. Après, pour éviter tout bricolage et toute confusion, le plus simple c'est d'appliquer toujours la même méthode, d'écrire que le rendement c'est la puissance de sortie sur la puissance d'entrée, qu'une puissance c'est C oméga, et après en fonction du sujet, vous calculez ce qui vous intéresse. Ici on cherchait à calculer le couple C2, et donc on l'extrayait ici directement, on réalisait l'application numérique sans problème particulier. Après, on trouvait 167 Nm. Il faut toujours vérifier qu'il y a une cohérence dans ce qu'on trouve. Il fallait juste vérifier que si on réduit la vitesse de 8750 à 350, on va bien augmenter le couple. Et donc là, on a 4100. Il faudra qu'ici, on ait un couple plus faible. 167, c'est bon. Pour la question suivante, on me demandait le rapport de transmission entre l'arbre moteur et la boîte de vitesse. Alors, on me demandait sous la forme N2 sur N7. Là, encore une fois, il ne faut pas perdre le fil du sujet. Il faut bien se dire, bon d'accord, ils essaient de me faire remonter de là à là en termes de vitesse. Ensuite, il y avait une petite confusion entre qui était l'entrée, qui était la sortie. On me demandait N2 sur N7, donc je vais raisonner sur cette logique. Donc le sujet ici nous demandant N2 sur N7, si on fait le lien avec la formule du cours qui nous dit que le rapport des vitesses c'est moins 1 puissance n produit des roues menantes sur produit des roues menées, en fait le problème c'est de ne pas confondre qui est menante, qui est menée. Et ici, il faut bien comprendre que sur cette formule, du coup, oméga 2 c'est censé être la sortie et oméga 1 c'est censé être l'entrée. Donc si on revient au sujet, ça veut dire que le sujet en nous demandant N2 sur N7, en fait nous indique que N2 c'est la sortie et N7 c'est l'entrée. Du coup, quand on reprend la formule ici, on considère que donc l'entrée étant ici, la sortie ici, et menant donc au départ cette roue-là, et mener au départ cette roue-là, et on va raisonner par train d'engrenage, c'est-à-dire qu'au départ, le produit des roues menantes, ça va être donc roue menante sur roue menée, ça va être celle-là, Z7 sur Z6, Z7 sur Z6, fois le deuxième train d'engrenage, ici, cette fois-ci, elle devient menante et elle devient menée, donc fois Z6 sur Z5, donc fois Z6 sur Z5, et on raisonne donc de la même manière à chaque fois. Elle devient menante, menée, menante, menée, menante, menée. Et donc on obtient le quotient des deux nombres dedans ici. À noter que bien sûr le rapport des vitesses n est le même que le rapport des vitesses oméga, que le n ici c'est le nombre de contacts extérieurs, c'est-à-dire ça un contact extérieur, et un contact intérieur c'est ça. Ici on n'avait que des contacts extérieurs, donc il n'y avait pas de problème particulier. Et après on a l'habitude du fait que lorsque vous avez des roues qui servent à la fois, qui sont menées puis menantes, en fait elles vont disparaître. Donc la Z6 et la Z5, on voit qu'ici, entre cette expression et cette expression, elles sont supprimées, c'est normal. Et donc on obtient cette équation, et on fait l'application numérique sans souci particulier. Le sujet me demandait ensuite d'exprimer le rapport KT, N2 sur N7, et d'en déduire N7. Alors il suffisait bien sûr, une fois qu'on connaissait N20, N20 était donné ici à 8750 tours par minute, et correspondait à la vitesse qu'on souhaitait ici en entrée de boîte. À ce moment-là, on avait juste à réaliser l'application numérique. Voilà, une fois que la question 3 nous a permis de trouver la vitesse à laquelle devait tourner le moteur, la question 4, en toute logique, nous demande son couple. Donc on nous demande d'établir un bilan de puissance pour chacun des étages de réduction, ce qui pouvait prêter à confusion, parce qu'on avait l'impression qu'il fallait les faire morceau par morceau. Mais la logique, c'est toujours la même, c'est-à-dire que on a besoin d'un certain couple ici, et on veut savoir quel est le couple nécessaire du moteur. Alors je reprenais ici la logique que j'avais suivie à la question 2, c'est-à-dire qu'un rendement c'est une puissance de sortie sur une puissance d'entrée, et rappelez-vous la question 2 m'a permis de trouver à partir du couple C1 qui était ici, d'en déduire le couple C2. Donc là on me demande la même chose, sauf qu'on me demande de trouver à partir de ce couple C2 d'en déduire le couple C7 du moteur, et donc contrairement au sujet qui m'indiquait qu'il fallait raisonner par train d'engrenage, en fait il fallait faire un bilan de puissance global. Donc il fallait toujours dire que le rendement c'était la puissance de sortie P2 sur la puissance d'entrée P7, dire que donc P2 était égal à C2 oméga 2, que P7 c'était C7 oméga 7, et que tout ça c'était égal au rendement global de cette transmission. Et comme on a n trains d'engrenage, par exemple ici on a un train d'engrenage, deux trains d'engrenage, trois trains d'engrenage, quatre trains d'engrenage,
5 trains d'engrenage, et que le rendement état de 98% a été donné par transmission d'engrenage, mais en fait ça veut dire par train, eh bien on avait état puissance 5. Donc P2 sur P7 est égal à C2 oméga 2 sur C7 oméga 7 et est égal à état puissance 5. Voilà, qu'on retrouvait ici, P2 sur P7, on faisait intervenir le rapport des vitesses qu'on venait de trouver précédemment, le rapport KT, et on en déduisait le couple C7. Et là, on voit l'importance de s'être appliqué sur l'application numérique de C2, puisque si vous faites fois C2, au tout début de sujet, donc par une petite erreur d'inattention, il faut être fois C7. Et donc vous perdez des points cascade. Donc lors du début d'une partie comme ça qui semble importante, soyez très vigilant à la cohérence de vos valeurs numériques. La fin de la question 4, on me demandait la puissance mécanique utile, c'était vraiment la logique du sujet, puisque toute la logique du sujet, ça a été de calculer d'abord à quelle vitesse devait tourner le moteur, N7, et puis de calculer ensuite C7 le couple. Donc bien sûr, à la fin, la logique, c'était d'en déduire la puissance. Il fallait bien sûr faire attention au changement d'unité, enfin changement entre les radians par seconde et les tours par minute, bien veiller au changement d'unité. L'application numérique ne posait pas de problème. Là encore, la question 5 était dans la logique du sujet, puisqu'on nous demandait, une fois qu'on avait trouvé la puissance mécanique en question 4, d'en déduire une référence de moteur dans une documentation. Mais ce qui était intéressant ici, c'était de voir qu'en fait les réponses aux questions précédentes étaient données, et c'est souvent le cas. Donc ici on avait la réponse pour la vitesse du moteur à 1920 tours par minute, et ça correspondait très bien à ce qu'on avait trouvé. On avait trouvé 1930. Et ensuite, on avait la réponse du couple 1315 Nm. Nous, on avait trouvé 839 Nm, mais on nous indiquait bien qu'on devait entraîner, hormis le rotor, différents accessoires. Donc on comprenait bien que finalement la valeur de 839 ou 1315 se justifiait par l'entraînement de ces choses. Donc là, c'est très important de retenir que souvent la réponse aux questions sont données dans les questions qui suivent pour ne pas bloquer les étudiants. Alors, les annexes pour cette question étaient extraits de la documentation Leroy-Sommer, et c'était assez long pour cette seule question, puisqu'il y avait la désignation, caractéristiques électriques, la méthode de choix, un abac de présélection, ensuite une explication sur comment utiliser le tableau suivant, et ensuite un tableau donc pour trouver l'indice. Alors, pour répondre à cette question, on allait devoir suivre donc la désignation ici proposée au tout début du sujet. Et puis on voit rapidement que dans un abac de présélection, on a besoin de la puissance. Donc la première démarche, c'était de calculer la nouvelle puissance à partir des données qui étaient données dans le sujet, c'est-à-dire les 1920 tours par minute ici, et le 1315 Nm ici. Donc on calculait la nouvelle puissance mécanique utile qui était de 264,4 kW, et donc on tournait toujours à 1920. Donc 264, 1920. Ensuite, bien sûr, la logique veut qu'on essaie de suivre un peu l'explication qui est donnée ici. On voit assez rapidement que si on prend la puissance de 264,4, on est ici, et qu'on tourne à 1920, on est à peu près ici. Et donc on va choisir le LSK 2254. Donc on peut remplacer ici LSK 2254. Ensuite, on cherche l'indice ici du constructeur. Cet indice, on cherche un petit peu, mais en fait il est donné ici. D'accord? Et on nous explique ici que à partir de la puissance donnée, on doit choisir la tension d'induit adaptée et prendre la bonne vitesse. Donc nous, on prend ici la puissance qui est de 264, mais il y en a plusieurs qui se rapprochent, hein, 268, etc., 200, voilà, 262, mais on est à une tension d'induit de 440 volts, pardon. Donc ici on prend 440 volts, et on doit avoir 1920 tours par minute. Donc là ça convient pas, ça convient pas, ça convient pas, ça convient pas. Donc le plus proche est celui-là, 269 kW, on est à 2050 tours par minute, et on est donc à l'indice 14. On voit que sa vitesse maximale qui est donnée ici est donc de 2600 tours par minute, et on vérifie que dans le sujet, la vitesse maximale était de 2500 tours par minute. Et dernière chose, le sujet nous indiquait que pour tourner à 1920 tours par minute, on allait adapter la tension d'induit ici, mais qu'il fallait pas, alors c'était indiqué ici, qu'il fallait pas que ce soit dans une limite supérieure à 5%. Or, quand on faisait ici le rapport entre 2050 qui était proposé ici et les 1920 qu'il fallait obtenir, on avait une variation de 6,3%. Donc c'était pas tout à fait bon, mais on n'avait pas le choix, donc on prenait la référence correspondante, c'est-à-dire on prenait donc le LSK 2254, ensuite on prenait L14, c'était donc l'indice
qui était proposée ici, et qu'on avait trouvé précédemment, la tension d'induit, donc 440, la fréquence de rotation 2050, la puissance nominale, donc 269, et puis après on remplissait avec les valeurs proposées ici. On pourra remarquer, comme c'est souvent le cas, qu'en fait la réponse est souvent donnée, c'est-à-dire que là vous avez tout un tas de références de moteurs, mais en fait comme on ne peut pas vous donner tout en annexe, bah, finalement on vous donne directement le LS4 2254, donc voilà, soyez attentifs à ça, c'est-à-dire que souvent on vous propose tout un tas de choix, mais la réponse elle vous est donnée tout de suite après par le fait que vous ayez qu'une partie du document ressources. Alors une fois qu'on avait trouvé le moteur en question 5, bien sûr on nous demandait en amont du moteur quel était le convertisseur qu'on allait choisir, et à nouveau on nous demandait d'utiliser une annexe. On nous précisait, et c'était important, que pendant les phases de freinage, l'énergie dissipée devait être récupérée sur le réseau, c'était bien sûr une information importante. Encore une fois, pour cette question, une annexe qui est très longue, donc vraiment il va falloir filtrer les informations, parce que pour une seule question, on a beaucoup de texte à lire, donc il va falloir être efficace dans la lecture. Alors pour répondre à cette question sans perdre trop de temps, on voyait rapidement qu'il y avait finalement que deux variateurs proposés, le DMV 2322 et le 2342. Le sujet nous indiquant qu'il fallait récupérer l'énergie en phase de freinage. Du coup on comprenait rapidement qu'il fallait partir sur le 4 cadran, même si au départ on se dit que le rotor de l'hélicoptère ne tourne pas dans les deux sens. Mais si, apparemment ici c'était prévu. Ensuite, une fois qu'on a choisi le 2342, on nous indique ici qu'il ne nous reste plus qu'à choisir le calibre en ampères, donc on se réfère aux caractéristiques électriques, on choisit la tension ici de réseau de 440 volts, et puis on voit qu'il y a une indécision sur le calibre à choisir. Donc on revient au choix du moteur ici, et on voit que sur le moteur qu'on a choisi, le 269 kW, le courant ici d'induit est de 650 ampères. Donc on peut à ce moment-là se décider et choisir ici la gamme correspondant au courant d'induit de 700 ampères, et donc un calibre de 700. Et donc on aura une désignation DMV 2342-700 ampères. Alors la question 7 nous demandait de ne pas étudier la réversibilité en courant, mais plutôt celle en tension, en nous proposant d'inverser le sens de rotation du moteur, ce qui était surprenant pour le sens de rotation du rotor qui tourne toujours dans le même sens. Et donc essentiellement on nous demandait quelle grandeur électrique on devait inverser et qui faisait quoi, à partir donc du document DR2. Alors le document réponse nous guidait dans les réponses à donner, nous présentait justement le double pont de Gretz monté en tête bêche. Je rappelle que le pont de Gretz, c'est un pont à base de thyristor qui permet de redresser un réseau triphasé pour alimenter un moteur à courant continu. On en met deux parce que justement lorsque le moteur est générateur, il va se comporter en source de courant, et donc ces composants n'étant pas réversibles, on est obligé d'en mettre deux têtes bêches. On peut noter que le groupe thyristor 1 va se comporter comme un redressement, donc pour commander le moteur dans sa phase motrice, alors que le groupe thyristor 2 va lui se comporter comme un onduleur, puisque à partir d'une source continue, il va générer une source alternative. Alors pour répondre à cette question, au début on était un petit peu embêté parce qu'on nous expliquait qu'il fallait juste inverser le sens de rotation, et on nous demandait quelle grandeur électrique on devait inverser, donc on avait juste envie de répondre la tension. Et en fait, bon, par déduction, on voit que comme on nous le demande au pluriel, on voyait qu'en fait on nous demandait d'inverser le sens de rotation et de tenir compte de la phase de récupération. Donc on répondait par déduction le courant et la tension. Ensuite on nous demandait d'expliquer comment fonctionnait le pont de Gretz et d'entourer le groupe de thyristor en rouge. Là aussi c'était un petit peu imprécis. En fait il fallait surtout montrer qu'on avait compris que pour passer du cadran 1 au cadran 3, dans un cas on avait N et C qui étaient positifs, et dans l'autre cas on avait N et C, la vitesse et le couple, qui étaient négatifs. Et du coup, que N et C positif, ça voulait dire U et I positif, N et C négatif, ça voulait dire U et I négatif. Et du coup, il fallait montrer rapidement que pour avoir une tension positive, il fallait finalement commander un de ces thyristors à l'aller et un de ces thyristors au retour, voilà, pour avoir une tension positive. Et puis on voyait que le courant du coup était bien positif, pas de problème de passage ici dans les thyristors qui sont unidirectionnels. Et puis par contre, pour avoir une tension négative, il fallait commander un de ces thyristors là à l'aller et un de ces thyristors là au retour, et que là aussi le courant pouvait s'évacuer dans le bon sens dans les thyristors. Alors, la question 8 revenait un petit peu sur ce qui a été vu question 7, c'est-à-dire, mais cette fois-ci on ne parlait pas d'inversion du sens de rotation, mais justement du passage du mode moteur au mode générateur, en nous demandant comment c'était réalisé, et finalement en reproduisant le tracé sur le document réponse. Voilà, le document réponse était commun avec la question 7 pour la question 8.
mis à part qu'il fallait sélectionner un des 4 modes, ou plusieurs. Alors lorsque le moteur devient générateur, cela se traduit par une inversion du courant de son induit, et donc c'est le groupe thyristor 2 qui va devoir être piloté pour permettre l'évacuation de ce courant. Ensuite, sauf erreur de ma part, il y avait une autre solution, c'était étant donné qu'on était à excitation séparée, le fonctionnement en mode générateur pouvait s'obtenir en inversant le flux, et donc en inversion tension et courant d'inducteur, sauf erreur de ma part. Cette fois, on nous demandait de vérifier que le convertisseur permettait de fournir la puissance d'excitation nécessaire, puisqu'on est à excitation séparée. Alors là, il s'agissait de vérifier que le convertisseur était capable d'accepter, de fournir la puissance d'excitation suffisante. Donc d'abord, il fallait aller voir les références du moteur qu'on avait choisi et trouver, pas forcément facilement, mais que la puissance d'excitation était de 3200 watts. Et ensuite, il fallait voir que pour le convertisseur, on avait, donc pour celui qu'on avait choisi, c'est-à-dire celui-là, on avait un courant d'excitation ici qui était de 10 ampères, et on avait une tension d'excitation. Alors malheureusement on n'avait pas la tension de réseau de 380 volts, donc on prenait au plus proche les 400 volts, et on voyait qu'on avait une tension d'excitation de 360. Donc la puissance que pouvait supporter ce convertisseur, c'était 360 x 10, 3600, et on nous demandait donc 3200. Donc il n'y avait pas de problème, il était capable de fournir la puissance d'excitation nécessaire. Question 10, donc une question classique sur les MCC, un bilan de puissance et un rendement global. Alors ici, il ne s'agissait pas, comme parfois, de rentrer dans les détails des pertes joule, des pertes fer, etc. Mais tout simplement d'écrire que le rendement, c'est le rapport de la puissance utile sur la puissance absorbée, mais comme on était dans un système, un moteur à excitation séparée, il fallait rajouter la puissance d'excitation. Le rendement qui est ici, qui concerne juste la puissance utile et la puissance absorbée, c'est juste le rendement qui était donné dans les annexes ici, le rendement hors excitation. Et donc en termes de puissance absorbée par l'induit, il fallait prendre donc le U induit ici qui était de 440 volts fois le I induit qui était ici de 650 ampères. Donc c'est vrai qu'il fallait deviner un petit peu que c'était le courant d'induit. Donc on avait 440 x 650 consommé, absorbé par l'induit, et on avait une puissance d'excitation de 3200 watts. Et la puissance utile était donnée dans le sujet, là aussi il fallait entre guillemets le comprendre, que ça c'était la puissance utile, c'est toujours ce qu'on donne pour les moteurs, qui était de 269 kW. Donc le bilan faisait que le rendement était égal donc à la puissance utile sur la puissance électrique. La puissance utile, on l'a vu, c'est 440 x 650, ça c'est l'induit, 3200 c'est la puissance d'excitation, on trouvait 289, et quand on le faisait rapport de la puissance utile sur la puissance absorbée, on trouvait 93%. A noter que si on ne tenait pas compte de ces 3200 watts, on trouvait bien les 0,94 du rendement qui était annoncé ici hors excitation. Alors une fois de plus, c'est comme la partie précédente, on donne la réponse qu'on a cherché à établir dans les questions précédentes, on nous donne la référence du moteur et on nous donne la puissance. Donc encore une fois, veillez à bien regarder les parties, les questions suivantes, où souvent on vous donne les réponses aux questions précédentes. Ensuite là on retrouve quelque chose d'hyper connu, donc il n'y a pas de problème particulier, et on nous demande simplement d'établir la relation entre E, I et U. Alors aucun souci, bien sûr, on l'a vu 250 000 fois cette formule. Après, veillez bien à mettre le temps, bien sûr, et ne pas mettre par exemple des U majuscules en considérant que vous êtes en valeur efficace ou quelque chose comme ça. Donc au départ, veillez bien à mettre les données temporelles. Question 12, on préparait l'application du PFD qui allait suivre, et dans ce PFD, on allait avoir besoin de l'inertie équivalente. Donc on nous demandait l'énergie cinétique de la pièce 7 et de la pièce 6, d'abord séparément, puis ensemble, et ramener sur l'arbre 7, pour après demander l'inertie équivalente. Pour cela, il fallait se référer au diagramme qui était ici, donc on nous demandait l'inertie de cette pièce-là, 7, de cette pièce-là, 6, et bon, c'était un petit peu surprenant, mais bien sûr, on ne demandait pas tout ce qui était ici en amont. Voilà. Alors l'énergie cinétique d'un solide en rotation, c'est un demi de J oméga 2. Donc l'énergie cinétique de la pièce 7, c'était un demi de J7 oméga 7 0 au carré. L'énergie cinétique de la pièce 6, c'était un demi de J6 oméga 6 par rapport à 0 au carré. Ensuite, comme on nous demandait de tout ramener sur la pièce 7, il fallait établir la relation de vitesse entre ces deux pièces.
Je rappelle quand même la formule qui dit que le rapport des vitesses angulaires, c'est le rapport inverse du nombre de dents avec le signe moins. Mais ici, on n'en tenait pas compte. Et donc, on avait oméga 7 sur oméga 6 qui était égal à moins Z6 sur Z7. On mettait tout ça dans l'ordre, donc on avait les deux expressions ici. On remplaçait le oméga 6 par son expression en fonction du oméga 7. Et on écrivait que donc l'énergie cinétique des deux pièces, c'était la somme des deux énergies cinétiques. On ramenait tout en fonction d'oméga 7, 0, et donc on identifiait l'énergie équivalente ici, qui nous était demandée dans le sujet. Question 13, question extrêmement classique, où on nous demande d'appliquer le PFD donc au système qui a été explicité ici, avec un couple moteur, un couple résistant, des frottements visqueux, une inertie et une vitesse angulaire. Alors là, ça n'est pas écrit, mais c'est bien d'écrire quand même la somme des moments extérieurs sur l'arbre égale J d'oméga sur dt, et ensuite on remplace le couple moteur moins le couple résistant moins les frottements visqueux F oméga sont égales à J, donc ici I équivalent obtenu précédemment, d'oméga sur dt. Là aussi une question sans surprise, on nous demande de traduire dans le domaine de la place les équations électriques et mécaniques que l'on vient d'obtenir, et de compléter le document réponse 2 dans le schéma bloc. Alors dans un premier temps, le passage aux équations de Laplace dans le domaine de Laplace ne pose pas de problème, simplement se rappeler des conditions de Heaviside qu'on peut citer. Donc il n'y a pas de problème particulier, juste rappelle que la dérivée de quelque chose dans le domaine temporel se traduit par P, et la primitive, l'intégrale, se traduit par 1 sur P. Ensuite, là c'est bien, alors ça, vous êtes nombreux à le savoir par cœur, donc c'est à la fois c'est bien et à la fois c'est dangereux. Ce qu'on peut quand même retenir, parce que si un jour il y a une petite virgule qui change, il ne faut pas que vous soyez, voilà, que vous fassiez faux, c'est que ici on est toujours dans le domaine électrique, et que là on est dans le domaine mécanique. Il y a toujours deux parties dans un moteur, électromécanique. Ensuite, moi j'aime bien me rappeler qu'un moteur, on fournit une tension en entrée qui est une vitesse en sortie, que finalement au départ, la première chose qu'on a, c'est que on a une force électromotrice qui se crée grâce à E égale K oméga, KE oméga, voilà. Et après, le courant qui passe dans le moteur, I, lorsqu'on l'extrait ici, il est égal à U moins E divisé par R plus LP. Donc là, I est égal à U moins E divisé par R plus LP. Ça donne un peu plus de sens au truc. Ensuite, on passe du domaine électrique au domaine mécanique grâce à la constante de couple. Donc là, on a I et là, on a C. C égale K fois I. D'accord ? Et une fois qu'on est là, on est dans le domaine mécanique, et là, c'est qui va dépendre de l'inertie, des choses comme ça, c'est la vitesse. La vitesse, elle est égale à, alors on l'extrait ici, on met oméga en facteur, on va avoir du Cm moins Cr divisé par F plus IP. Voilà. Donc à chaque fois, on a la résultante d'un comportement électrique et mécanique, et on a un élément perturbateur, le couple résistant. Question 15, on attaquait une partie d'asservissement, sur l'asservissement en vitesse du moteur justement. Et donc on commençait par nous demander une question de culture générale avec la solution technologique qui permettait de mesurer au retour ici la vitesse. Et ensuite une question également classique qui ne doit pas surprendre, c'est comment déterminer ce gain-là. Alors la solution technologique qu'on pouvait proposer pour le capteur, c'était une génératrice tachymétrique. Vous pouvez parler aussi d'encodeur optique. Ensuite, pour déterminer la valeur du gain d'adaptation, ici on pouvait raisonner de manière mathématique dans un premier temps. On pouvait dire que si oméga m est égal à oméga c, ça signifie que epsilon égale à 0. Or epsilon c'est k adapt fois oméga c moins k capteur fois oméga m. Et avec oméga m égale oméga c et epsilon égale à 0, on avait donc k adapt égale k capteur. Après, juste avec du bon sens, c'est sûr que si vous avez une tension ici qui est 2 fois la vitesse, prenons un exemple simple, ici il faudra appliquer le même principe, c'est-à-dire que la tension de consigne, ce sera 2 fois la vitesse de consigne, sinon vous comparez des choses qui ne sont pas comparables. Rappel ensuite, on se rappelle que lorsque ces gains sont égaux, eh bien on va pouvoir les inclure dans la boucle principale ici, et avoir un système à retour unitaire qui nous sera beaucoup plus facile à traiter. Alors la question 16 était l'application du théorème de superposition. En effet, on sait que lorsqu'on a une sortie S, une entrée E1, une entrée E2, on sait que la sortie S, ce sera E1 fois H1, une première fonction de transfert, plus E2 fois H2, une deuxième fonction de transfert. Et en plus, il nous aidait, donc en toute logique, il nous demandait d'établir H1, c'est-à-dire le cas où l'entrée E2 était négligée, et par la suite, juste après, on allait faire
la fonction de transfert H2, où cette fois-ci, pardon, on allait négliger l'entrée E1. Ensuite, il nous aidait puisque on sait que lorsqu'on a deux boucles concentriques, ici une boucle à l'intérieur d'une autre boucle, on commence toujours par établir la fonction de transfert ici, avant d'établir la fonction de transfert ici. C'est ce que nous proposait le sujet. Par ailleurs, il nous proposait tout un tas de simplifications, c'est-à-dire que la constante de vitesse et la constante de couple étaient égales à la valeur K. Ensuite, on négligeait l'inductance L et on négligeait les frottements visqueux. Et ensuite, le correcteur était considéré comme un gain pur Kp. Dernière chose, on nous demandait de mettre H1 sous la forme d'un premier ordre, et là aussi c'était prévisible, puisqu'on sait que lorsqu'on a un premier ordre et qu'on le met en boucle fermée, on obtient également un premier ordre. Alors pour établir Hm de P, d'abord se rappeler que Cr de P étant négligé, bien sûr on n'a pas de comparateur ici. Deuxièmement, on regarde un petit peu la tête de la fonction de transfert, et on voit qu'on a un terme ici, on a un terme ici. On est donc dans ces situations connues, et non pas le retour unitaire. Donc plutôt que d'utiliser la formule de Black, moi je préfère souvent utiliser A sur 1 plus AB. Et donc ici, A c'est ce terme-là, B c'est ce terme-là, donc on va avoir A sur 1 plus AB, que l'on retrouve ici, A sur 1 plus AB. Ensuite la démarche, je rappelle, on multiplie nominateur et dénominateur par ce terme-là. Et pour simplifier, on ne va pas réécrire les choses, on va directement le supprimer puisqu'il sera commun au nominateur et au dénominateur. Donc on n'aura plus que du K au nominateur. Et là on aura ici du R équivalent P fois 1 plus K carré. On l'écrit. Ensuite on identifie le fait que c'est un premier ordre. Donc on va chercher à avoir ici un 1 plus quelque chose P. Et donc on va diviser nominateur et dénominateur par K au carré pour obtenir la forme suivante. Alors pour l'obtention de H1 de P, c'est-à-dire la fonction de transfert de l'ensemble, c'est vrai que dans un premier temps, on avait envie de se dire que, comme je l'indiquais tout à l'heure, que K adapt étant égal à K capteur, c'est vrai qu'on avait envie de les mettre après le comparateur et se ramener à un retour unitaire. Après, de toute évidence, c'était pas ce que le sujet précisait, donc on était obligé de rester dans cette configuration. On remplaçait toute cette partie-là par la fonction de transfert Hm de P qu'on vient d'obtenir, et on se retrouvait dans la même configuration que tout à l'heure, ça veut dire avec un A ici dans la boucle directe, et un B ici au retour. Simplement, il fallait rajouter le gain K-adapt devant. Donc on se retrouvait avec H1 de P qui était égal à K-adapt, et puis A sur 1 plus AB. Voilà, on multipliait par R équivalent P plus K2 le numérateur et le dénominateur sans le réécrire, je rappelle. Donc on se retrouvait avec ce terme-là divisé par ce terme-là. Voilà. Ensuite, comme tout à l'heure, on mettait H1 de P sous la forme d'un premier ordre en divisant par le terme qui nous embêtait, c'est-à-dire celui-là où on cherchait à avoir 1 plus taux P. Donc on divisait par ce terme-là. Et comme on avait un K commun en haut et en bas, ça se simplifiait par le terme K et on trouvait l'obtention de la constante taux 1 et du gain K1 assez facilement. Les questions 17 et 18 étaient la suite du théorème de superposition, cette fois-ci en négligeant l'entrée 1, c'est-à-dire cette entrée-là, et on nous demandait dans un premier temps de retracer le schéma bloc, bon, pourquoi pas, car il n'y avait aucune difficulté particulière, puisqu'il s'agissait juste d'éliminer l'entrée oméga C de P ici, en conservant le gain ici, il n'y avait aucun problème particulier. Question 18 était la continuité de la question 17, on nous demandait donc de déterminer la fonction de transfert H de P en négligeant l'entrée 1. Alors, la question 17 incitait pour la question 18 à travailler sur les schémas blocs comme ça. Moi, je sais que j'aime pas du tout. Je trouve ça assez dangereux et je trouve ça consommateur de temps. Donc, je préfère, moi, directement exprimer oméga m en fonction des différents termes, sans valeur intermédiaire. Il y a des gens qui préfèrent travailler dans le sens montant, d'autres qui préfèrent travailler dans le sens descendant. Alors, dans le sens montant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que epsilon, donc, c'est moins k capteur oméga m. Le tout fois c de p. Le tout moins K oméga m, le tout fois K sur R, le tout fois moins CR de P, et le tout multiplié par 1 sur équivalent P est égal à oméga m. Dans le sens descendant, on aura oméga m de P qui sera égal à 1 sur I équivalent P, j'ouvre une parenthèse, facteur de moins CR de P, plus K sur R, j'ouvre une deuxième parenthèse, facteur de moins K oméga m, plus C fois moins K capteur oméga m. Alors évidemment, il faut être très attentif au niveau des signes.
À chaque fois qu'on a un comparateur, on ouvre une parenthèse. C'est bien d'utiliser des parenthèses différentes ou d'utiliser des parenthèses de couleur pour être sûr de ne pas se tromper. Mais après, ça marche très très bien et on obtenait facilement la relation entre ωm et CR de P, qu'on nous demandait de mettre sous la forme d'un premier ordre. Et là aussi, on identifie facilement K2 et Taux2. La question 19 était donc la finalisation du théorème de superposition, où cette fois-ci les deux entrées étaient considérées non nulles, et on nous demandait d'exprimer la sortie en fonction des différents termes. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, la sortie S est égale à l'entrée E1 fois H1 plus l'entrée E2 fois H2, et il ne fallait pas forcément réécrire les fonctions de transfert H1 et H2 qui étaient assez lourdes. Alors après avoir appliqué le théorème de superposition aux questions 17, 18 et 19, on nous fournissait pour les entrées E1 et E2 qui ont été utilisées pour le théorème de superposition, on nous fournissait des valeurs numériques. C'est-à-dire l'entrée E1, la consigne de vitesse était fixée à 202 radians par seconde, et le couple résistant-perturbateur était fixé à 990 Nm. Voilà. Et on nous demandait donc d'évaluer l'écart statique. Donc d'abord, il fallait comprendre que c'était pour préparer à l'utilisation, la nécessité d'utilisation d'un correcteur, qui était demandé dans les questions 21 et 22. On nous demandait de conclure vis-à-vis du cahier des charges. Le cahier des charges, c'était donc le diagramme des exigences qui était fourni au début du sujet. Donc à nous de trouver l'information utile. Et ensuite, je reviens sur la notion d'écart statique, parce que, et je vais essayer d'être clair sur quelque chose qui ne l'est pas souvent dans les sujets, je reconnais. L'écart statique, c'est quoi? Alors, il y a souvent une confusion entre écart et erreur. C'est-à-dire que l'erreur, c'est la différence entre la vitesse de sortie et la vitesse de consigne. D'accord? Et l'écart, epsilon, c'est la sortie du comparateur. Donc vous allez me dire, ici, c'est la même chose, vous avez raison. Par contre, dans le cas d'un système à retour non unitaire, c'est pas le cas. Et en plus, moi, je n'aime pas du tout utiliser ça, parce que là, dans ce cas-là, epsilon n'a aucun sens, on va pas comparer une vitesse avec une tension, ici, image de la vitesse de sortie. Donc on ne devrait pas l'utiliser, néanmoins c'est parfois quelque chose que l'on rencontre. Dans le cas de notre sujet, la question c'était est-ce que j'évalue la différence entre la vitesse de sortie et la vitesse de consigne? À ce moment-là on devrait parler d'erreur statique, ou est-ce que j'utilise epsilon, l'écart statique? Là on voit néanmoins que epsilon a un sens, parce qu'on compare la tension image de la vitesse de consigne avec la tension image de la vitesse de sortie. Donc là, epsilon a un sens. Par contre là, c'est des volts, une erreur en volts, tandis que si on évalue ωm moins ωc, on aura une erreur de vitesse. Donc dans le cas où on vous demande concrètement à quelle vitesse ça tourne ici, si par exemple on vous demande une erreur relative de vitesse, vous allez utiliser ωm moins ωc divisé par ωc. Si par contre on vous parle juste de notion d'écart statique, dans le but de montrer que c'est non nul par rapport à la nécessité d'utilisation d'un correcteur, alors je vous recommande d'utiliser epsilon. Voilà, j'essaie d'être le plus clair sur quelque chose qui, je l'avoue, ne l'est pas souvent. Alors l'écart statique epsilon S, S comme statique, c'est le comportement au bout d'un temps infini, c'est-à-dire la limite de epsilon de t lorsque t tend vers l'infini. Et on le sait avec le théorème de la valeur finale, c'est la limite de p epsilon de p lorsque p tend vers 0, donc ça c'est du court. Ensuite, le epsilon de p, on va l'exprimer à la sortie du comparateur en disant que c'est donc ωc fois k adapt moins k capteur fois ωm. On substitue dans l'équation ici, et ensuite la démarche est toujours la même. Le ωm qui est ici, on vient de l'exprimer ici, avec sa fonction de transfert en fonction des entrées E1 et des entrées E2. Donc on va simplement remplacer cette équation d'ωm ici dans l'évaluation de epsilon. D'accord? Et il y a une erreur à pas faire, enfin une maladresse à pas faire, c'est que faut surtout pas remplacer H1 et H2 par leurs expressions assez lourdes. En fait, il faut conserver cette expression et chercher la limite de H1 et H2 tranquillement à part lorsque P tend vers 0. On voit que, comme c'est des premiers ordres, H2 tend vers K2 lorsque P tend vers 0, et H1 tend vers K1 lorsque P tend vers 0. Donc sans avoir à substituer dans l'équation, on voit ici que H1 tend vers K1, que H2 tend vers K2. Alors j'ai oublié de préciser que dans l'évaluation de epsilon S, on avait besoin de connaître les entrées ωc et CR de P, qui en fait ici étant des constantes, ça correspond à des entrées en échelon, et donc en transformé de la place, ça correspond à du ωc0 sur P. Attention à ne pas confondre avec ωc0, qui lui serait une entrée impulsionnelle, et à ne pas confondre éventuellement à ωc0 sur p carré, qui lui serait une entrée en rampe. Ensuite, bien sûr, on multiplie par p, et on obtient l'expression de l'écart statique.
on s'aperçoit qu'il est non nul, c'est ce que voulait nous montrer la question, et ça ne valide pas le cahier des charges. Alors je vous propose ici une question qui n'était pas demandée dans le sujet, mais qui est très souvent demandée au sujet de concours, c'est-à-dire qu'après avoir évalué l'écart statique ici, on va nous demander comment choisir le gain proportionnel Kp de manière à minimiser cet écart statique. Alors, tout d'abord, on voit qu'on a deux termes, se rappeler que Kadapt et Kcapteur sont égaux, on l'a vu tout à l'heure, pour que ce soit cohérent, les deux sont égaux. Et donc, finalement, ici, on va avoir un Kadapt, facteur de 1 moins K1 fois oméga C0 plus etc. Alors, le deuxième terme, il est facile à minimiser. Hein. Lorsque on regarde la forme K2, on voit que Kp est au dénominateur, donc K2 sera minimal lorsque Kp sera important. Par contre, pour le terme qui est ici, le K facteur de 1 moins K1 oméga C0, on voit que ce terme-là sera minimisé lorsque le 1 moins K1 sera le plus faible possible, c'est-à-dire que K1 tendra vers 1. Lorsqu'on regarde l'allure de K1, ça nous permet de réviser l'obtention d'une limite. Je rappelle, lorsqu'on cherche la limite de K1 en fonction de Kp, on prend, lorsque Kp tend vers 0, on conserve les ordres les plus faibles au numérateur et dénominateur, et lorsque Kp tend vers l'infini, on conserve les ordres les plus importants. Donc je rappelle que l'ordre c'est, ici l'ordre 0 il n'y en a pas, là c'est K, l'ordre 1 c'est ce terme-là, là c'est ce terme-là, et puis après les ordres 2 en Kp carré, etc. Donc lorsque Kp tend vers 0, on va conserver les ordres les plus faibles, c'est-à-dire ça, et ça tendra donc vers 0. Lorsque Kp tend vers l'infini, on va conserver ce terme-là, et ça va tendre vers 1. Donc même conclusion que tout à l'heure, pour que K1 tende vers 1, il faut que Kp soit le plus important possible, mais on le sait, un gain proportionnel, lorsqu'on l'augmente, ça rend le système instable. Alors juste après, à la question 20, avoir montré que l'écart statique était non nul, la logique voulait qu'à la question 21, on nous demande l'intérêt d'utiliser un correcteur intégral de la forme Ki sur P. Là, on est sur une question de cours. Alors, question de cours en effet, parce qu'on sait, la classe d'un système, c'est le nombre d'intégrations présent dans la boucle, qui se caractérise ici par le 1 sur P puissance alpha. Donc lorsqu'on a une intégration, alpha égale 1, on sait que l'écart statique est nul. Mais attention, ça c'est dans le cadre d'un système sans perturbation, ici. Or nous avons une perturbation, donc il faut bien connaître son cours entièrement, c'est-à-dire que dans le cas d'un système avec perturbation, ici, l'écart statique sera nul si l'intégration est en amont de la perturbation. Donc attention à bien apprendre votre cours. Ensuite, juste pour bien comprendre cette histoire de lorsque je mets une intégration, l'écart statique est nul, juste pour que ce soit un peu plus clair, si ici la vitesse est très proche de la consigne, par exemple vous voulez 10 ici, et là vous avez 9,99. En fait ici vous avez un epsilon qui vaut 0,01, si vous l'envoyez directement sans correcteur, vous l'envoyez au système, le système ne va pas bouger parce qu'il a des frottements secs, des choses comme ça. Pourquoi l'intégration le fait bouger? Parce qu'une intégration, c'est une somme dans le temps. C'est comme une intégrale, c'est comme l'air sous l'intégrale. Donc le 0,01 qui est ici, il va s'accumuler dans le temps, 0,02, 0,03, etc., jusqu'à atteindre une valeur suffisante pour que le système bouge. Et tant que cette erreur ne sera pas nulle, elle va s'accumuler dans l'intégration, et au bout d'un certain temps, elle va faire bouger le système, d'où un écart statique nul. Alors, question 22, on nous demandait si cette fois-ci avec ce correcteur Ki sur P, on respectait la consigne de vitesse et l'exigence du cahier des charges. On était un peu gêné parce que finalement, une fois qu'on avait montré à la question 21 que l'erreur statique était nulle, on ne savait pas trop quoi répondre. Il fallait deviner que, en fait, en nous posant cette question, on nous demandait de refaire le calcul qui avait été fait question 20 sur l'évaluation de epsilon s, mais cette fois-ci avec un gain Cp qui est égal à Ki sur P. Alors là, on reprend l'équation de epsilon s qu'on a obtenue à la question 20. Donc voilà, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est à nouveau de remplacer H1 et H2 par leur grosse expression. Donc il faut tranquillement à part réécrire la H1 et H2 et évaluer leurs limites. Donc il n'y a pas trop d'autres solutions, c'est-à-dire qu'on reprend l'expression qu'on a obtenue précédemment ici, et on remplace C de P par Ki sur P. Voilà, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on sait que à partir du moment où le correcteur est en amont de la perturbation, il n'y aura pas d'erreur statique, et donc l'exigence du cahier des charges est bien vérifiée. Alors pour la question 23, on changeait de thème, on partait sur la protection de l'alimentation de la commande électrique, et on nous demandait le rôle des équipements, donc on est sur une question de culture générale. On demandait d'utiliser pour cette question l'annexe 2, donc
relire éventuellement le texte, des éléments du texte ici, et surtout le schéma de câblage présent ici. Pour cette question, on nous demandait d'expliquer le rôle des composants QS, QF, QM, KM2 et KM1. Alors la première chose, c'était d'identifier que ça c'était un sectionneur porte-fusible, et que ça, a priori, c'était des disjoncteurs magnétothermiques, dont on sait qu'ils protègent des surintensités et des surchauffes. Ensuite, ils protégeaient, donc leur fonction c'était de protéger. Ils protégeaient de quoi? Ici, il fallait voir qu'en fait, tout ce qui était en aval, on avait deux choses. On avait tout ce qui était L1, L2, L3, en fait c'était les trois phases, et tout ce qui était E1, E2, E3, qui en fait était l'excitation séparée. C'est une information qui était disponible ici, qui n'était pas forcément évidente, c'est vrai, à voir. Et on avait donc une autre commande ici, on avait, de manière surprenante, on avait un moteur alternatif, parce que bien sûr le variateur pilote un moteur à courant continu, il était ici, l'induit, et il a une commande sur l'excitation séparée, l'inducteur, et on avait donc une commande sur un moteur alternatif. Et sauf erreur de ma part, ici, on ne savait pas à quoi il servait, ça signifie en fait ventilation forcée. Voilà, c'était pas forcément évident à trouver, mais on pouvait simplement dire que ça pilotait un autre moteur alternatif. Et donc, ici, lui, il protégeait de toute la partie motorisation électrique, enfin, voilà ce qu'il fallait indiquer. QM, lui, il protégeait plus particulièrement la ventilation forcée, et QF, lui, il protégeait plus particulièrement la partie commande excitation séparée. Ensuite, on nous demandait d'expliquer à quoi servait KM1, KM2. Donc d'abord, c'est quelque chose qui sert à alimenter. D'accord ? Alors, juste rappeler que KM1, KM2 et KA, ce sont des bobines, et que ces bobines sont alimentées suivant une chaîne de commande, ici, ou une chaîne de protection. On va avoir l'arrêt d'urgence, par exemple, on va avoir le disjoncteur ici, et on va avoir parfois des commandes manuelles. En général, on a une commande manuelle ici monostable qui permet d'alimenter KA, et lorsque KA est alimenté, il va fermer tous ses contacts, donc celui-là, celui-là, et tous ceux qui sont présents dans le système. Pareil pour KM1, lorsque la bobine KM1 est alimentée, elle va fermer ce contact, elle va fermer ce contact, et pareil pour KM2, elle va fermer ce contact et ce contact. Donc KM1 permettait d'alimenter la commande de l'induit, et KM2, lorsqu'il était alimenté ici, permettait d'alimenter la commande de la ventilation forcée. Ensuite, on nous demandait de justifier l'utilisation ici de l'option self et de l'option filtre. Alors, d'abord se rappeler qu'une self, ça va servir à quoi? Ça va servir à lisser le courant. Je rappelle, le courant, à l'image du débit dans un tuyau d'eau, en fait, il va mettre du temps à s'établir, hein, on imagine dans la spirale, et il va donc lisser le courant. Un filtre, ça sert à quoi? Ça sert à éliminer certaines fréquences. Donc, si on regarde le fonctionnement d'un pont, alors d'abord peut-être un tout petit rappel très rapide sur le fait que la différence entre un pont à diode, comme on l'a déjà vu, et un pont à thyristor, c'est que le pont à thyristor, c'est nous qui pilotons la gâchette et qui décidons si on passe ou pas ici. Le principe est le même, c'est-à-dire que voilà, c'est celle-là qui passe lorsqu'elle a la tension la plus élevée, et le retour se fait par le potentiel le plus faible. Donc on va passer par TH1 et revenir par TH6, puis par TH1 et revenir par TH2, puis par TH3 et revenir par TH2, etc. Donc le principe est le même. La différence, donc on pilote les thyristors, et on va avoir une tension qui va avoir cette forme, qui sera donc redressée, et un courant qui va avoir cette forme parce que le moteur est à courant continu, on va avoir soit un courant positif, soit un courant négatif, soit un courant nul. Alors pourquoi lisser le courant? Parce que quand on a un courant qui est comme ça, en fait, il va donc influer sur le courant côté réseau, et c'est vrai que ça peut perturber le réseau, donc on a tout intérêt à chercher à lisser ce courant, à l'aide d'une self. Ensuite, pourquoi filtrer cette tension? Pourquoi utiliser un filtre? Parce que le fait ici de piloter les thyristors, ça va générer donc des harmoniques, hein, et ces harmoniques vont être à l'origine de parasites, et ces parasites vont créer des perturbations électromagnétiques qui peuvent perturber des émissions, par exemple des émissions à radiofréquence. Et donc voilà ce qu'il fallait répondre globalement. Question 24, on nous demandait de tracer sur un chronogramme le comportement du système lorsqu'on déclenchait un arrêt d'urgence, et c'est vrai que là ça nécessitait une connaissance de base sur la protection et la commande et l'alimentation électrique. On nous proposait pour cette question donc, de nous appuyer sur l'annexe d'explication du variateur, son schéma et éventuellement le principe de fonctionnement des contacteurs et des relais. Après c'est vrai qu'il fallait absolument connaître le fonctionnement au préalable. Voilà le document réponse qu'on nous proposait de compléter, donc la question 24 traitait de cette partie-là, mise en arrêt d'urgence, et puis le redémarrage pour la question 25.
Alors, lorsqu'on appuie sur l'arrêt d'urgence, ici, AU, en fait, on ouvre la chaîne de commande du contacteur maître KA. Donc KA passe à 0 instantanément, et il ouvre tous ses contacts. Donc son auto-alimentation, c'est celui-là et celui-là. Donc celui-là étant ouvert, en fait, on a le F1 stop qui passe instantanément. Alors non pas à 0, mais à 1, parce qu'on nous expliquait que c'était des logiques. Ici, c'était marqué, ces trois entrées sont en logique négative. Et donc F1 stop, ici, F1 stop, en fait, passait à 1, pendant que KA s'annulait. Concernant le KM1 et le Enable, en fait, au départ, si on fait pas attention, on voit que lorsque KA s'ouvre, ça ouvre ce contact, et on se dit, en première approche, bah, si KM2 n'est plus alimenté, il va ouvrir son contact, et KM1 ne sera plus alimenté. Attention, il y avait un deuxième, une auto-alimentation qui se faisait ici par la broche NC, et la broche NC, c'était le fait que la vitesse était nulle. Donc en fait, ça voulait dire que tant que le moteur n'était pas arrêté à vitesse nulle, en fait ici, ça passait par là. KM2 était auto-alimenté. Et donc dès que la vitesse du moteur était nulle, à ce moment-là, cette bobine n'était plus alimentée, donc KM2 s'ouvrait, ici, et donc KM1 n'était plus alimenté, et instantanément, puisqu'ici le retard, il n'était pas à l'ouverture, il était à la fermeture, hein, c'était indiqué dans la documentation ici, le retard ici se faisait à la fermeture et non pas à l'ouverture. Donc instantanément, le Enable ici était raccordé. Alors là, encore une fois, on était en logique inversée. Et donc on trouvait le fait que lorsque le moteur ici était à la vitesse nulle, à ce moment-là, KM1 et KM2 basculaient à 0 et le Enable passait à 1. La question 25 était la suite de la question 24. On nous demandait ce qui se passait lors de la remise en route par le bouton SB1. Alors bien sûr, si on a désenclenché l'arrêt d'urgence et qu'on appuie sur le bouton monostable ici SB1, en fait on va alimenter instantanément le relais maître KA qui va donc fermer et son contact ici et permettre d'alimenter KM2, l'excitation séparée en premier, qui ensuite va alimenter l'alimentation de l'induit. Donc KA, KM1 et KM2 sont instantanément alimentés. On le voit ici, lorsqu'on appuie sur SB1, on a KA, KM1 et KM2 qui sont instantanément fermés. Et par contre, on avait un retard ici, c'est-à-dire que là, on a un retard à la fermeture. Et donc, on a besoin d'attendre une seconde avant que le Enable change d'état et que par conséquent, le F1 stop change d'état également. Et bien sûr, le Enable donnait la mise en route, ça c'était à deviner, on va dire, hein, était indirectement donné la commande de l'induit et de l'inducteur, et donc faisait tourner le moteur. Et donc, ici, on avait besoin d'attendre, après l'appui sur SB1, on avait besoin d'attendre une seconde avant que le F1 stop et le Enable changent d'état, et que par conséquent, le moteur se mette en route. Nous voilà sortis de la partie électrique, et donc on revenait à une partie mécanique, où on nous demandait donc de dimensionner et de concevoir la partie guidage en rotation de l'accouplement ici de la boîte de transfert. Et donc on nous disait que le rotor de l'hélicoptère ici, il était modélisé par deux vérins, mais qu'en fait on n'avait qu'un seul vérin qui était actif ici avec 80 000 Newton, et que par contre en sortie ici, on avait un couple de 4100 Nm à transmettre. Et la première question ici, c'est qu'on nous modélisait, alors il fallait bien voir que ça, CM et l'axe Z, il fallait bien regarder qu'en fait CM c'était ici sur l'axe Z, c'était cet axe-là, et en fait on nous modélisait cet axe en nous rappelant qu'il était soumis à un effort vertical, voilà, c'était pas très, si c'était visible ici, et un couple moteur C1 ici. Et on nous demandait donc, question 26, d'exprimer la forme du torseur et le type de sollicitation. Attention, exprimer ne veut pas dire calculer. Hein. Alors je rappelle que quand on fait de la RDM, on coupe à une abscisse Z ici virtuellement la pièce et qu'on désigne par S- la partie qui est à gauche ici de la pièce et S+ la partie qui est à droite de la pièce. Et donc il y a un moyen mnémotechnique qui est bien pour le torseur de cohésion. Le torseur de cohésion, c'est moins les actions mécaniques qui s'exercent sur S- ou c'est plus les actions mécaniques qui s'exercent sur S+. Et donc là ici il n'y avait pas de problème particulier, donc vous pouvez le rappeler. Et donc après on écrivait le torseur directement, on indiquait qu'on avait une force sur FV sur Z et un couple C1 sur Z, et bien sûr ça correspondait à de la traction et de la torsion. Alors pour la question suivante, on nous disait que finalement
On considérait que l'arbre n'était soumis qu'à de la traction, donc le français était important parce que ça pouvait mettre un doute sur la question précédente. On négligeait donc l'effort de traction qui était ici, hein, le texte était assez clair. Ensuite, on a rappelé la formule qui liait la contrainte et le couple de C1. À noter que le moment quadratique c'est pi d 4 sur 32 et non pas pi d 4 sur 64 comme on l'a souvent vu en flexion. Et ensuite on nous rappelait la condition de résistance qui est connue, hein. Je rappelle, c'est la contrainte doit être inférieure à la limite élastique divisée par le coefficient de sécurité, ça c'est habituel. Pourquoi on avait un facteur K? Parce que RE c'est ce qui se passe en traction, et là nous on est en torsion. Et donc entre les deux, entre ce qui se passe en traction et ce qui se passe en torsion, on affecte un facteur de représentativité, K. Ce facteur K, il dépend du matériau. Voilà. Ensuite, la question 27 nous disait qu'on voulait un coefficient de sécurité de 1,2, ce qui est très faible, on ne comprend pas trop la valeur, et on nous demandait d'exprimer le diamètre minimum de l'arbre, donc il suffisait, on va le voir, d'utiliser les formules qui étaient données. Et en effet, sur cette question qui pouvait paraître de prime abord difficile, en fait, il n'y avait aucune difficulté. Il suffisait juste d'écrire ce qui était donné dans le sujet, c'est-à-dire la contrainte inférieure à KRE sur S. On remplace la contrainte par ce qui était donné, C1 sur I0 fois D sur 2. On remplace le moment quadratique par pi D4 sur 32. Et tout simplement, on exprime le diamètre au cube, puis sous forme de la racine cubique. Question 28, une question là aussi assez fréquente. On nous demandait de choisir un matériau et de choisir un procédé de mise en forme et un procédé de finition. On nous proposait d'utiliser l'annexe 4, c'est-à-dire un tableau donnant les différentes familles de matériaux en fonction de la limite élastique et de leur prix. Alors pour le choix du matériau, on choisissait pas de la pierre, on choisissait pas du bambou, mais on pouvait choisir dans les limites élastiques élevées, on pouvait choisir donc par exemple les aciers ici, puisque en termes de prix ils étaient vraiment pas cher par rapport à des alliages de titane, etc. Donc on pouvait choisir parmi les aciers faiblement alliés ou les aciers à haute teneur en carbone. Alors attention, acier à haute teneur en carbone, c'est par exemple le 100 C6, c'est utilisé pour les roulements à billes. Moi ici je trouvais que c'était pas du tout adapté. Les aciers faiblement alliés, là oui, ça convenait. Je rappelle que il faut pas choisir par exemple du S235 ou du 300 qui sont des aciers de base. Il faut pas forcément, là ça pouvait aller de choisir du C35 parce que ça peut subir un traitement thermique, ça pouvait convenir ici. Et dans les aciers faiblement alliés, là par contre, par exemple un 35 CRMO 4S par exemple, là ça pouvait convenir. Et en termes de procédé de finition, alors là il fallait regarder que l'arbre qu'on nous demandait de dimensionner, il avait cette tête là, et donc il fallait pas partir d'une barre étirée par exemple, c'était pas adapté. Là il fallait pas choisir non plus le moulage parce que soumis à des torsions importantes, il faut absolument que les fibres du matériau soient correctement alignées, et on le sait pour toutes les pièces mécaniques, comme ça on va privilégier le forgeage. Donc cet arbre là l'obtention du brut était privilégiée en forgeage, et les procédés de finition, là on avait tout simplement de l'usinage. Alors question 29 était la suite de la question 27, on nous disait cette fois-ci qu'on choisissait un acier de teneur carbone entre 0,32 et 0,45, je rappelle que c'est une sorte de limite qui permet de prendre la trempe, et on nous donnait une limite élastique de 1000, ce qui je rappelle est très bien, et on nous demandait donc de déterminer le diamètre de l'arbre. Dans un premier temps, il fallait choisir le facteur K qui correspondait au pourcentage de carbone qui nous était donné, donc soit 0,7. Pour donner un petit peu de sens, ça veut dire que la contrainte ici en torsion, c'est 0,7 fois celle que l'on pourrait supporter en traction-compression, donc c'est plus exigeant en torsion qu'en traction-compression. Deuxième chose, on utilisait la formule obtenue à la question 27. Attention, les limites élastiques étant en mégapascal, je rappelle ce sont des newtons par millimètre carré, ça veut dire que toutes les autres unités devront être mises en newtons et en millimètres. Le couple ici étant donné en newton-mètre, attention, pas newton par mètre, un newton fois des mètres, il fallait donc multiplier par 1000, et on mettait le facteur K ici, on trouvait et on vérifiait la cohérence d'un diamètre de 3 cm environ. Alors question 30, on nous demandait de déterminer les efforts dans les liaisons en A et en B, on nous précisait qu'on souhaitait utiliser des roulements à contact radial et que l'action du vérin n'était pas prise en compte. Il fallait revenir un peu sur les hypothèses pour être sûr de ne pas se tromper. V1 ici était pris en compte, pas V2. Ensuite, les liaisons étaient parfaites, donc pas de frottement. La pesanteur est négligée, d'accord. Et ensuite, c'était implicite, on était ici en régime permanent, le rotor tournait à vitesse constante, et donc on était dans une étude statique, et pas dynamique bien sûr. Alors l'étude statique commençait par le fait de simplifier les choses. Il fallait tout de suite voir que l'effort ici
était vertical, que celui-là était négligé et que le couple ici était sur l'axe Z. Donc il n'y avait aucun effort qui faisait sortir la pièce du plan. Tout était dans le plan en fait. Et donc il fallait prendre cette décision pour simplifier les choses, qui était de dire le problème est plan. Deuxième étape, il fallait isoler une pièce. Je rappelle qu'on ne fait jamais, quasiment jamais, le principe de la statique sur plusieurs pièces, c'est très rare. On peut éventuellement isoler une pièce ici soumise à 2 efforts comme le vérin, mais ici, de toute évidence, il fallait isoler le support S, qui était celui-là, d'accord, et faire le bilan des actions. Le bilan des actions, même chose, vous pouvez écrire les torseurs, etc., mais c'était quand même assez lourd d'écrire les torseurs, donc vous pouviez tout simplement faire un bilan graphique et rapide, c'était tout à fait accepté, puisque ici vous aviez l'effort FV qui était donné vertical, ici sur une liaison linéaire annulaire vous aviez donc un effort sur YK mais pas sur ZA, et ici vous aviez un effort sur YB et un effort sur ZB. Et donc, bien sûr, vous pouvez faire une étude statique complexe avec des produits vectoriels, etc. Mais là, la situation était vraiment très simple. Si vous écriviez tout simplement la somme des forces sur Y, vous aviez YK plus YB qui était nul. Et si vous écriviez la somme des forces sur Z, vous aviez donc ZB plus FV qui était nul. Je rappelle que lorsque les forces sont inconnues, ce qui est le cas ici, on les met par défaut suivant le repère, et ce sont des valeurs algébriques. Par contre, quand on les connaît, ce qui est le cas ici de la force FV, on la met dans le sens qui nous est précisé. Donc la somme des forces était très facile, la somme des moments, même chose. Il fallait tout simplement faire la somme des moments autour de x, et donc on nous donnait la distance ici qui était grand L, et on nous disait que ça c'était petit l. Donc lorsqu'on faisait la somme des moments, par exemple, au point B, on avait tout simplement la chose suivante, FV fois grand L, puisque ça crée un moment positif, hein, plus YK fois petit l, qui était égal à 0, les forces qui étaient ici n'intervenaient pas, et voilà, c'était terminé. Après, vous pouvez l'écrire de manière plus complexe si vous voulez, mais c'est quelque chose qui est très consommateur de temps le jour du concours, et qui finalement, voilà, là c'est l'écriture complète, mais bon, moi je veux dire, écrire directement ça me choque pas, et donc on avait directement l'obtention des valeurs, et on réalisait sans aucun problème les applications numériques. Alors je peux préciser également pourquoi j'ai fait la somme des moments en B. L'idée c'est de déterminer ce qui se passe en A et en B, c'est ça les inconnus de liaison. Donc lorsque vous faites la somme des moments, si vous la faites en D, en fait vous allez faire intervenir toutes les inconnues de liaison, YK, YB et ZB, c'est dommage. Si vous le faites en B, au moins vous éliminez ce qui se passe en B, puisque les moments seront nuls, donc vous avez tout intérêt à le faire ici, et n'interviendront que ça et l'inconnu de liaison YK. Vous auriez pu bien sûr le faire en A, à ce moment-là vous auriez éliminé le YK et vous auriez eu du YB et du ZB. C'est possible aussi. Pour la question 31, on souhaitait traduire les efforts qu'on avait trouvés en statique à la question 30 en effort axial et en effort radial dans chacun des 2 roulements. Alors ici le problème était simple, c'est-à-dire que pour le roulement en A, en linéaire annulaire, on avait un effort radial qui était égal à YK et pas d'effort axial. Et pour le roulement en B, qui était ici une rotule, on avait l'effort radial qui était égal à YB et l'effort axial qui était égal à ZB. Néanmoins, je rappelle ce qui se passe lorsqu'on a d'autres efforts. Si par exemple on avait eu un effort comme ça sur X, je rappelle que dans ce cas-là, l'effort radial c'est la racine carrée de XB au carré plus YB au carré. On obtenait ici les valeurs suivantes pour l'effort axial en A, l'effort radial en A, et en B, l'effort axial et l'effort radial. Comme souvent, on nous donne les réponses aux questions précédentes, donc l'effort axial et radial demandé aux questions précédentes étaient donnés, donc évidemment c'est très utile. Et donc à la question 32, on nous demandait de valider si un roulement 6230 qui était donné donc ici juste après, convenait à notre application, sachant que on changeait les roulements tous les ans, donc avec une durée de vie estimée à 8760 heures de test. On nous donnait l'annexe de démarche de choix des roulements, et on nous demandait de calculer sa durée de vie, de savoir s'il était compatible, et sinon de proposer une autre solution. On nous proposait dans l'annexe 5 la démarche de choix d'un roulement, donc c'est très pratique, je rappelle qu'il vaut mieux l'avoir par précaution dans sa calculatrice. Par ailleurs, c'est bien de se rappeler du cours, c'est-à-dire que quand on a un roulement à billes, même si c'est un roulement à billes, en fait il peut tourner soit pas du tout, soit très peu,
Et s'il tourne pas beaucoup ou très peu, à ce moment-là, on va faire un calcul statique et vérifier juste que la charge à laquelle il est soumis est inférieure à sa capacité statique qui est donnée dans la documentation constructeur. Et sa charge statique, elle peut être soit purement radiale, à ce moment-là FR, soit elle peut être composée d'une charge radiale et d'une charge axiale, que l'on affecte par des coefficients qui donnent une bonne estimation de ce qu'est la charge globale. Voilà, ça c'est dans le cas statique. Nous, dans notre cas, ça tournait suffisamment vite pour qu'on se mette en dynamique. Et là, il y a un problème, c'est qu'ils se sont aperçus que pour prendre correctement en compte les charges axiales et radiales, il y avait deux situations. À ISO durée, c'est-à-dire à une durée de vie équivalente, pour les prendre correctement en compte, soit on s'en était dans une phase qui était ici, où P égale FR, soit on se met ici, où à ce moment-là, la charge équivalente, c'est XFR plus YFA. Et ils se sont aperçus que finalement, le passage de l'un à l'autre dépendait de E. Donc on va voir dans le corrigé la démarche qui était suivie. Pour le calcul de la durée de vie du roulement qui était demandé en B uniquement, d'abord on notait que son effort axial était de 80 000 et son effort radial était de 120 000. Si on suivait la logique proposée par le sujet, on voyait que la première étape c'était de calculer FA sur C0, c'est-à-dire 80 000 divisé par le C0 qui était donné dans la référence du roulement qui était égal ici à 168 000. Donc on trouvait un FA sur C0 de 0,476 et grâce à l'annexe, on en déduisait que en fonction de ce FA sur C0, alors on trouve jamais la valeur exacte ici qui est proposée, donc soit on fait par approximation, on trouvait un E ici qu'on prend entre 0,42 et 0,44, donc on prenait ici 0,42. Étape suivante, on calculait le FA sur FR, c'est-à-dire 80 000 sur 120 000, et on trouvait 0,667, donc on était supérieur à E. C'est-à-dire qu'on se trouvait dans cette zone-là. Si on est dans cette zone-là, ça veut dire que, voilà, on est dans ce cas-là, ça veut dire que la charge équivalente, elle est égale à XFR plus YFA. Il nous faut trouver les X et les Y, qui nous sont donnés ici, en fonction du E. On va prendre un E de 0,42 ici, et on va avoir un X qui sera donc de 0,56 et un Y qui sera de 1,04. Et donc, on calcule la charge équivalente, on trouve 150 400 newtons. Alors on vérifie que par rapport aux 80 000 et aux 120 000, elle est supérieure, hein, c'est logique. Et ensuite, on applique la formule de durée de vie, L égale C sur P puissance N, où N, je le rappelle, soit 3 pour des roulements à billes, soit 10 tiers pour des roulements en rouleau. Donc on était ici avec un N égal à 3. Alors attention, ici le L10, je rappelle, c'est la durée de vie qui fait en sorte que 90% des roulements vérifient cette durée de vie. De toute façon, la formule ici nous était donnée directement avec le N adapté. Attention également, L10, on l'obtient en millions de tours, donc c'est très important, puisqu'après, une fois que vous avez des millions de tours, il faut bien sûr diviser par la fréquence de rotation en veillant à mettre la valeur que vous avez trouvée ici fois 10 puissance 6. À ce moment-là, vous trouvez des minutes, puisque vous avez des tours par minute, et vous les convertissez en heures, 76,3 heures. Et donc c'était très éloigné des 8760 heures qui étaient demandées, et c'était donc pas compatible avec le cahier des charges. Il fallait donc choisir une autre solution. On pouvait choisir un roulement à double rangée de billes ou des roulements à rouleau conique, pour encaisser notamment les efforts radiaux qui étaient ici importants. Alors dans la question suivante, on nous donnait à nouveau la réponse de la question précédente, c'est-à-dire que finalement on nous disait qu'il fallait prendre des roulements à rouleau conique. Et la question 33, donc, concernait toute la partie conception, c'est-à-dire, et c'est ce qui est au programme de classe prépa, c'est-à-dire justifier un montage, indiquer la règle de fixation au niveau des ajustements, les arrêts axiaux, et ensuite concevoir à la fois une liaison pivot et à la fois une liaison complète. Donc je vais corriger tout ça. Le document réponse était constitué de croquis indiquant les montages de roulement et pour compléter en fonction des appuis, ainsi que d'un dessin qu'il fallait compléter dans les zones repérées. Alors la première question nous demandait de justifier l'utilisation d'un montage en haut, qui était pré-esquissé ici sur le document. Alors, je rappelle que le montage en haut, c'est parce que ça ressemble à un O, contrairement à ici où ça ressemble à un X. Qu'ensuite, on voit du fait de l'inclinaison des roulements à rouleau conique ici, on a un éloignement des centres de poussée, c'est-à-dire des centres de transmission des efforts, et de ce fait, on a en fait un système qui va être beaucoup plus stable et dont l'angle de rotulage sera plus faible.
Ensuite, on nous demandait de justifier l'ajustement, notamment la bague qui était serrée. Donc je rappelle que on serre la bague qui a un mouvement relatif par rapport à la charge, c'est-à-dire que si la charge est fixe, on serre ce qui tourne, si la charge est tournante, on serre ce qui est fixe. Ici, comme la 95% des cas, la charge était fixe, on l'avait vu en tout début de sujet sur l'étude statique, on avait un effort axial, ici, qui venait du vérin, et un effort radial. Je rappelle que le couple n'est pas comptabilisé en tant que charge. Donc la charge étant fixe, et l'arbre étant tournant, on vérifie que l'arbre était bien tournant, on serre donc la bague qui a un mouvement par rapport à la charge, c'est-à-dire la bague intérieure. On nous demandait ensuite de compléter les arrêts axiaux par des croix, donc là c'était assez évident, hein, puisque le dessin était pré-ébauché. On avait donc des arrêts ici à l'intérieur et des arrêts à l'extérieur. Alors on pouvait vraiment s'étonner de cette solution de montage en haut, parce que d'accord, c'est un montage qui est beaucoup plus stable, donc là c'est clair qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, de fait de sa configuration en haut, on voit que le réglage en fait se fait de manière très privilégiée sur les bagues intérieures. Or, si les bagues intérieures sont serrées, ça pose un vrai problème. Donc la plupart du temps, ce montage en haut est utilisé quand on a des bagues extérieures serrées, c'est-à-dire que quand on a une charge fixe, c'est l'alésage qui tourne. Or nous, ici, on avait une charge fixe et un arbre tournant, et donc on avait des bagues intérieures serrées, donc il aurait mieux valu privilégier un montage en X, puisque ça permet à ce moment-là de régler le jeu sur les bagues extérieures de manière adaptée. D'ailleurs, pour illustrer ce que je viens de dire, on voit bien hein, ici que autant monter cette bague serrée contre l'épaulement c'est adapté, autant la bague qui est là, la montée serrée sans aucun arrêt axial ici, ça pose un vrai souci. Après par contre le montage de roulement lui était assez facile, il suffisait de faire par symétrie, c'est-à-dire que vous regardiez ce qui était fait à gauche et vous le reproduisiez à droite donc en ajoutant un épaulement ici à l'image de celui-là, et ici on sait qu'un arrêt axial sur un arbre, réglable, puisque en fait on a besoin de régler le jeu axial, hein, c'est le propre de ces roulements à rouleau conique, il faut régler le jeu axial, et donc on peut pas mettre un circlip, surtout pas, ni une entretoise, ni autre chose, et donc il fallait mettre un écrou en le dessinant correctement. Ensuite pour la partie droite, là aussi on pouvait s'inspirer fortement de ce qui était fait à gauche, puisque le flasque ici qui était mis en place, alors on nous demandait à la fois une mise en position et un maintien en position. En fait mise en position ça voulait dire absolument le petit centrage qui est ici, qui est très important. Le maintien en position c'était les vis, alors, on ne pouvait pas trop les dessiner ici mais dans l'idéal il le fallait, et il fallait garantir l'étanchéité par un joint à lèvres ici. Je rappelle que ce joint à lèvres ne peut pas toucher sur une zone filetée, sinon il va se détériorer. Donc ici, il fallait prévoir une diminution de diamètre, d'accord, et après pour avoir un arbre lisse ici. Pour finir, c'est vrai que l'utilisation de roulement à rouleau conique était un petit peu limite programme pour les classes prépa TSI. C'est vrai qu'il fallait essayer de transposer ce qu'on avait vu sur les roulements à billes à contact radial, et puis ici aussi surtout faire par transposition, puisque finalement la partie droite était vraiment symétrique de la partie gauche. Donc ça passait. Alors dans la suite du sujet, on abordait la partie mesure d'effort et transmission des informations. On nous indiquait qu'on utilisait des capteurs de couple sur les arbres d'entrée et de sortie, que ces capteurs étaient des jauges de contrainte et qu'elles étaient montées en pont de Whetstone. On nous demandait en question 34 d'étudier le montage en quart de pont et de donner l'expression de la tension V mesure entre A et B. Je rappelle pourquoi on utilise un montage en quart de pont comme ça, c'est qu'en fait la jauge de contrainte qui est représentée ici ressemble en fait à ça, et c'est-à-dire que lorsqu'elle est soumise à des efforts, les filaments vont s'allonger, et la résistance donc va varier. Mais cette résistance va varier extrêmement peu, ce qui fait que la mesure va être extrêmement sensible, notamment à la température, variation de température, et la variation de résistance ici ne sera pas négligeable devant la longueur des fils qui raccordent le capteur tout simplement à l'unité de mesure. Donc pour éviter ça, on va mesurer une tension différentielle, une fois que le système sera équilibré, et donc on va mettre cette jauge au milieu de 4 jauges. Voilà. Et là, il y a plusieurs solutions pour faire ça. Soit on utilise une seule jauge de contrainte et les 3 autres résistances ici sont réalisées par un montage spécifique, un appareillage spécifique. Soit on utilise une jauge comme ça, et les 3 autres jauges, en fait, les 3 autres résistances, pardon, sont également des jauges de contrainte identiques à celle-là, par exemple, comme on peut les trouver dans ce type de capteur, où en fait, sans que vous vous en rendiez compte, vous avez 2 capteurs au-dessus et 2 capteurs en dessous, et donc naturellement, vous avez un montage équilibré.
À partir du moment où vous êtes dans un montage qui est équilibré, hein, parce que vous avez réglé les résistances par vous-même ou que vous avez mis les 4 mêmes jauges, vous allez être capable de mesurer la moindre petite variation de la jauge de contrainte et ensuite de l'amplifier correctement. Pour calculer V mesure, on va calculer séparément VA, le potentiel VA et le potentiel VB. On va pour ça appliquer le principe du point diviseur, c'est-à-dire que cette tension-là, qui vaut VA moins 0, elle est égale à R divisé par R plus RA fois la tension globale ici, E. De la même manière, le potentiel VB ici, on l'obtient en écrivant que cette tension-là, VB moins 0, est égale à R sur R plus R fois E. Une fois qu'on a les potentiels VA et VB, donc attention ici, j'aime pas trop utiliser U, c'est pour les tensions, et V ici, je préfère inverser en disant, mais bref, c'est une question de notation. On a donc V mesure, qui sera la différence des potentiels A et B, et donc la condition d'équilibre sur V mesure, qui est que ça soit nul au départ du mesurage, fait qu'on souhaite que R soit égal à RA. On nous demandait de réaliser alors une application numérique avec un couple de 1000 Nm, on obtenait une résistance de 356 ohms. On peut remarquer que c'était une variation assez importante, alors qu'au départ elle valait 350 ohms. Et donc l'application numérique pour V mesure ne posait pas de problème et donnait une variation de 42,5 mV. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en question 35, on nous demandait d'évaluer l'influence des câbles reliant le capteur à l'unité de mesure, des câbles qui faisaient quand même 50 mètres. Et donc on nous demandait de réaliser à nouveau l'évaluation et le calcul de la tension de mesure, et d'en déduire les erreurs et la précision intrinsèque du capteur. On utilisait pour ça la formule donnant la résistance d'un fil, c'est-à-dire ρL sur est, avec la résistivité, la longueur du fil et la section du fil, en veillant aux unités en millimètres au millimètre carré, et donc on trouvait une résistance de fil de 6,14 ohms. Ici, RF représentait les deux fils d'alimentation de la jauge de contrainte, hein, qu'on peut, par exemple, ces deux fils, sauf que là, ici, on avait un câblage à 50 mètres, donc c'était un peu long, mais voilà. Et après, pour évaluer la nouvelle valeur de V mesure, il fallait à nouveau écrire le point diviseur, c'est-à-dire que VA-0 est égal à R sur R plus RA plus 2RF, et de ce côté-là, c'était inchangé. Et lorsqu'on réécrivait donc la nouvelle expression de V mesure, voilà, sous cette forme, et qu'on réalisait l'application numérique, on voyait que cette fois-ci on avait une variation de moins 0,127 volts. Et donc l'erreur, donc là moi j'aurais inversé les signes, l'erreur c'est que, alors sans les fils on a une variation de 0,0425 volts, avec les fils on a une variation de 0,127, donc la variation et l'erreur de mesure c'est 0,127 moins ça, divisé par ça. On trouvait que les fils représentaient une erreur, une variation, un écart de 66% de la mesure, ce qui était largement supérieur à la précision du capteur elle-même. D'où la nécessité d'utiliser, on va le voir, un montage 3 fils. Question 36, on nous demandait d'étudier cette fois-ci un pont de Weston, mais avec un fil supplémentaire, donc un montage appelé montage 3 fils, et de démontrer que l'on retrouvait l'équilibre du pont de Weston. Alors concernant le calcul, il y avait quelque chose qui pouvait déstabiliser les étudiants, c'est que en fait il fallait comprendre que ce fil-là en fait allait vers l'ampli-op, et que du coup le courant qui était ici était nul, et du coup ce potentiel ici était le même que celui-là. Donc à ce moment-là, quand on voulait calculer V mesure, c'est-à-dire on pouvait dire que c'était ce potentiel moins celui-là, en fait c'était à nouveau VA moins VB. Ensuite, on pouvait à nouveau utiliser le point diviseur, c'est-à-dire que VA moins 0, c'était RF plus R divisé par R plus RF plus RA plus RF fois E. Et de ce côté-là, tout était inchangé. Et donc lorsqu'on exprimait la tension différentielle V mesure VA moins VB, et qu'on prenait le temps de le développer, on voyait bien qu'on avait une tension qui était bien nulle au repos. Alors après, pourquoi expliquer un peu comment ça fonctionne? C'est-à-dire que tout à l'heure, dans la solution classique avec uniquement 2 fils, qu'est-ce qui se passait? C'était que sur cette branche du pont de Weston, on avait les 2 fils malheureusement du capteur qui intervenaient avec une résistance importante, et ça déstabilisait le pont. Quelle est l'idée du 3e fil? En fait, vous vous apercevez que en fait, la résistance du fil qui est ici, finalement, elle intervient sur cette branche du pont, tandis que la résistance du fil, ici, intervient sur cette branche du pont. Et on sait que dans un pont de Weston, tout ce qui est adjacent, ici et ici, intervient de manière opposée. C'est pour ça que lorsque vous utilisez un capteur comme celui-là, où vous avez 2 jauges collées dessus et 2 jauges collées dessous, un petit peu
un petit peu à l'image de ce capteur, vous avez les deux jauges au-dessus qui subissent par exemple de la traction et les deux jauges dessous de la compression, donc des sollicitations de signes opposés. Comment on fait pour les prendre en compte correctement? On va additionner les deux bleus, et je vous l'ai dit, tout ce qui est adjacent est opposé, mais tout ce qui est en face là est de même signe. Donc les deux bleus, on aura celui-là, plus celui-là, et donc comme c'est adjacent, moins ça et moins ça. On va donc mesurer 4 fois la même information, mais ce sera cohérent. Et donc quand on revient à notre système de 3 fils, on s'aperçoit du coup que cette résistance-là intervenant dans cette branche et cette résistance-là intervenant dans cette branche, en fait elles vont donc s'annuler. Et donc ça annule l'influence de la résistance des fils. Par contre, on va être toujours sujet aux variations de température. D'autre part, le fait de rajouter un fil ici va atténuer le signal. Et dans ces cas-là, on va s'orienter ensuite vers d'autres méthodes. On voit ici un résumé de la situation du câblage 3 fils avec l'amplificateur. Voilà. Et on va s'orienter après vers d'autres solutions, notamment des solutions en demi-pont, des solutions à 5 fils, qui eux s'affranchiront de toutes les perturbations. La question 37 concernait la partie amplification, donc une fois qu'on a le signal de la jauge qui est à peu près affranchi des problèmes de température et de longueur de fil, et pour noter, il nous indiquait bien qu'on avait des câbles blindés. Rappelez-vous, on a utilisé un pont de Gretz tout à l'heure avec des thyristors qui étaient pilotés, qui provoquaient, rappelez-vous, des harmoniques, et ces harmoniques, si on les avait pas évités avec des câbles blindés, ils auraient provoqué des perturbations qui auraient modifié la mesure. Donc question 37, on nous demandait d'exprimer la tension VE ici, et comme souvent, comme on a deux étages, on a un premier étage ici et un deuxième étage ici, le sujet nous suggérait d'abord de traiter le premier étage, puis avant de traiter le deuxième étage. Alors pour le calcul, il faut y aller calmement, c'est-à-dire il faut considérer que les ampli-ops sont parfaits, donc V+ égale V-, et les courants d'entrée sont nuls. À ce moment-là, du coup, si vous avez VA ici, donc qui est égal à V+, et que vous avez V+, qui est égal à V-, du coup vous vous retrouvez ici, avec le potentiel VA. Et de la même manière, ici VB étant égal à V+, étant égal à V-, ici vous avez le potentiel VB. Et donc ici V mesure, vous le retrouvez finalement ici. Ensuite, vous avez qu'à regarder qu'en fait, vous pouvez utiliser un pont diviseur à nouveau ici, d'accord? Vous avez le droit parce que le courant ici est nul et le courant ici est nul. Et donc je rappelle que c'est juste une proportionnalité, hein, c'est-à-dire qu'ici vous avez une tension par exemple de 5 volts, là vous avez 2, 1 et 2, et bien vous aurez cette tension-là qui sera 1 divisé par 5, 1/5 de la tension qui est ici. Alors après on l'écrit avec les résistances, c'est-à-dire que la tension ici V mesure, elle est égale à R1 divisé par R1 plus 2R2 fois VC moins VD. Donc, comme une proportionnalité. Ensuite, vous faites le deuxième étage. Le mieux, c'est de commencer par traiter le bas. Vous vous apercevez que ici, vous avez également un pont diviseur. Vous avez ici V+, qui se retrouve ici, et V+, est égal à R2, divisé par R2 plus R2, fois VD, le potentiel VD, hein, VD moins 0. Et donc, vous avez V+, qui vaut 1/2 de VD. Ensuite, vous traitez la dernière situation qui est ici, et vous n'appliquez pas le théorème de Millman qui n'est plus officiellement au programme, vous dites que vous utilisez la loi des nœuds, c'est-à-dire que vous dites que le courant qui arrive est égal au courant qui part, puisque le courant qui est là est supposé nul, et ce courant il est égal à cette tension divisée par la résistance. Je rappelle qu'on est en convention récepteur, donc je vous conseille très fortement de tracer les courants et les tensions, c'est vraiment indispensable. Idem ici. Donc je répète, ce courant est égal à celui-là, implique que cette tension divisée par R2 est égale à cette tension divisée par R2, mais cette tension c'est VC moins V-, donc sur R2, qui est égal à V-, moins VE sur R2. Et quand vous mettez tout ça dans l'ordre, là la solution qui est proposée, donc j'ai pas eu le temps de le réécrire, c'est la solution avec Millman. Quand vous réécrivez calmement les choses, vous trouvez la relation donnant VE. J'ai oublié de dire que le sujet demandait la relation avec VA et VB. Bien sûr, lorsque on a trouvé que V mesure, c'était R1 sur R1 plus 2R2 fois VC moins V2, V mesure étant égal à VA moins VB, on pouvait répondre la première partie de la question. Donc, on remplaçait tranquillement les choses sans passer par Millman. Finalement, moi, j'aime plus trop l'utiliser. Et on obtenait un montage soustracteur. Alors pour la suite, on nous expliquait que finalement on avait plusieurs capteurs ici de contraintes qui étaient donc multiplexés, ça veut dire qu'alternativement on les sélectionnait l'un après l'autre pour les envoyer sur Vout, et que Vout en fait
c'était raccordé à un deuxième étage d'amplification ici, qui après lui arrivait sur un microcontrôleur. Et on nous demandait en question 38, à partir d'une documentation technique, de donner les expressions des tensions Vout A et Vout B, ici, donc à la sortie d'un convertisseur numérique analogique, dont on nous disait que c'était des convertisseurs 12 bits. L'annexe 6 donnait la documentation du convertisseur numérique analogique 12 bits, et on nous donnait la loi de sortie de la Vout, donc qui nous disait que c'était Vref fois Dn, un code numérique qui était transmis par le bus, divisé par 2 puissance n, où n était la résolution, et donc ici pour nous c'était 12. Alors ici, au tout début c'était assez simple, ce qui arrivait ici, Vref A et Vref B, si on regardait le sujet, c'était Vout et Valim, donc la première partie ne gênait pas. Ensuite, moi j'ai perdu du temps un bon moment pour trouver ce qu'était Dn, c'était indiqué comme un code numérique, et c'est vrai qu'on pensait qu'ils allaient nous le donner quelque part, et en fait non. Du coup, il fallait juste dire que Vout A c'était Vout fois Dna sur 2 puissance 12, puisque c'était n c'était 12, et Vout B pareil avec Valim. Alors la question 39, vous nous demandez d'exprimer la tension analogique ici à input 1 en fonction de la différence ici V mesure. Alors là, il fallait noter un truc super important, ce qui était marqué ici, et c'était un peu dommage, c'est qu'en fait les résistances ici étaient les mêmes. Alors du coup, il fallait être assez lucide, parce qu'il fallait voir que si les résistances étaient égales, on se retrouvait dans le même montage que celui qui était étudié précédemment, qui était un montage soustracteur. On avait montré que VE c'était VC moins VD, et de la même manière ici, cette tension-là, c'était V output A moins V output B. Et comme à la question 38, on a exprimé V output A et V output B en fonction des tensions ici, il suffisait de le remplacer par les expressions qu'on avait trouvées précédemment, qui elles-mêmes avaient été exprimées précédemment en fonction des V mesures, etc. Et en mettant cette équation sous la forme de l'équation d'une droite, on voyait donc qu'on avait A un offset et B un gain. Question 40 était la suite de la question 39. À partir de l'équation qu'on avait trouvée, on nous demandait une solution numérique pour régler justement ce gain et cet offset, et d'en déduire l'utilité de ce montage. Pour répondre à cette question, il faut vraiment bien comprendre ce qui se passe. En fait, au départ, on a un capteur dont on nous dit qu'il varie entre plus ou moins 2 mV. Et à la sortie, on a un convertisseur analogique du microcontrôleur, une patte, une entrée, qui elle est comprise entre 0 et 3,3 volts. Si vous voulez mettre en concordance les deux, vous aimeriez que lorsque le capteur est à son minimum, c'est-à-dire à moins de 2 mV, on soit finalement sur le 0 de l'entrée du microcontrôleur, et lorsque le capteur est à son maximum à plus de 2 mV, on aimerait être à 3,3 volts. Comme ça, vous utilisez toute la plage de sortie de manière optimisée par rapport à la plage de variation de votre capteur. Il suffit après de traduire ça sous forme de l'équation de la droite, c'est-à-dire que lorsque vous avez ici une entrée qui est à 0, en fait ça correspond à une tension de mesure à moins 2 mV, et lorsque vous êtes ici au maximum à 3,3 volts, ici vous êtes à 2 mV. Vous avez deux équations à deux inconnus, et vous en déduisez facilement les constantes A et B, et vous trouvez un gain de 825 et un offset de 1,65 volts. On nous explique ensuite que on va mesurer 32 capteurs, qui a 8 voies analogiques, équipés de 4 capteurs, qui a 20 mesures, qu'on veut stocker toutes les 10 secondes, qu'on prévoit de stocker 20 minutes, enfin on nous donne tout un tas d'informations dont on se dit que finalement il va falloir être sûr qu'on ait suffisamment de débit, de temps pour stocker tout ça. Dans un premier temps, on lit la documentation, on nous indique voilà, le fait que c'est transmis sur un réseau Ethernet. Et en fait, on nous demande, question 41, uniquement de compléter un algorithme en document réponse 1 afin de finaliser des traitements des actions, donc une action plutôt séquentielle. Alors quand on remettait tout dans l'ordre, on relisait le sujet, on comprenait qu'en fait il y avait 8 voies analogiques, donc on va dire 8 fils, que sur chacune de ces voies il y avait 4 capteurs de branchés qui étaient multiplexés, donc commandés lus alternativement, et que finalement sur chacun des capteurs on souhaitait faire 20 mesures. Donc quand on regardait le diagramme qui était proposé, on s'apercevait qu'en fait il y avait 3 boucles, il fallait faire 20 mesures, donc ici on commençait avec la mesure 1, et on incrémentait, donc là c'était ce qui était déstabilisant, c'est qu'on voyait pas évoluer la variable m, mais on comprenait qu'elle était incrémentée, donc on répétait 20 mesures, ici, et donc on faisait 20 mesures de quoi? De chaque voie, d'accord? Donc on commençait par la voie 1 et on finissait par la voie 8, et sur chaque voie, on lisait les 4 capteurs.
puisque c'est ça le multiplexage en fait. On commençait par le capteur 1 et on finissait par le capteur 4. Donc en fait on avait juste 3 boucles, 1, 2 et 3, imbriquées l'une dans l'autre. Ce qui déstabilisait un peu juste, c'était le fait que les variables C, M et V n'étaient pas incrémentées, mais bon, c'était implicitement le cas.